Alors, bonjour à celles et ceux qui sont déjà en ligne avec nous. Merci d'être là. Bonjour à tous. On laisse tout le monde arriver tranquillement dans les 5 minutes qui viennent et on démarre à l'heure. Voilà, à tout de suite. Bon, donc écoutez, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Merci d'être présente et présent aujourd'hui pour parler de la réglementation HSE 2020 et puis un petit peu 2021. On est 1 heure ensemble lors de ce webinaire qu'on organise dans le cadre de nos webinaires sur notre blog HSE réglementaire qui compile tous nos webinaires et tous nos articles. Donc, je suis avec, donc moi c'est Mickaël Foucault, je fais partie de Tenaxia et je gère particulièrement HSE au sein de Tenaxia qui est notre solution dédiée aux PME, on va dire, de façon un peu générale. Et je suis avec Marie, que je vais te laisser te présenter, ma chère. Bonjour tout le monde, donc Marie, je suis consultante chez Tenaxia. Voilà, donc Marie, c'est une spécialiste de la veille réglementaire. Moi, j'ai été consultant à un moment donné aussi. Donc, à tous les deux, on va animer pendant 1 heure, on va revenir pendant 1 heure sur cette année marquante. Je dis sujet marquant 2020, mais année marquante parce que finalement, évidemment, il y a eu le Covid. Mais vous verrez qu'on ne va pas trop s'attarder sur ces textes-là. Spécifiquement, on va plutôt parler du reste parce que c'est déjà très, très, très dense. Et donc, écoutez, on va avancer tranquillement. Je vais juste profiter pour rappeler en quoi finalement nous sommes légitimes, Marie, moi et toutes les équipes de Tenaxia et d'Ever HSE à parler réglementation aujourd'hui. Tout simplement parce que le métier de Tenaxia et d'Ever HSE, c'est d'accompagner les responsables HSE, les responsables QSE, les animateurs dans ces domaines-là, coordinateurs, etc., de tout type d'entreprise, de la TPE, PME ou grands groupes industriels ou du BTP ou du service. Et en fait, nous facilitons la vie et on essaie de faciliter votre vie, puisque la majorité d'entre vous correspondent bien à ces métiers. Notre métier, c'est ça, c'est de faciliter votre vie. Et donc, à travers 2 métiers, on édite des logiciels. Voilà, on essaie d'enlever la contrainte du quotidien avec ça. Et 2, on fait du conseil. Et on est à la fois éditeur de logiciels et cabinet de conseil sur les sujets que vous voyez s'afficher à l'écran. Donc, évidemment, le premier sujet qui est à gauche, c'est la partie réglementaire. On accompagne des centaines et même des milliers de clients sur ce sujet-là. Et donc, c'est finalement au travers ces accompagnements-là qu'aujourd'hui, on est en capacité de venir vous parler de ça. On a fait une synthèse en fait de toutes les veilles personnalisées que l'on fait chez tous nos clients. Je vous évoque pas tous les autres sujets qui sont là, mais vous voyez qu'on va depuis la réglementation jusqu'à la dimension RSE et accompagnement sur des stratégies ou du reporting RSE en fonction des besoins de nos clients, puisque notre objectif c'est bien ça, c'est de les servir sur le long terme. J'en dirai pas plus sur Tenaxia Ever HSE. On va se concentrer sur notre sujet du jour et je veux effectivement pas prendre de retard, tout simplement parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, l'année 2020 a été une année riche en réglementation. Et nous allons ensemble, on a dû, avec Marie, très clairement, on s'est posé plein de questions et on s'est dit, tiens, on va présenter un certain nombre de sujets et puis on laissera des sujets en sondage qu'on pourra approfondir plus, etc. En fait, quand on a préparé de façon concrète, impossible, très clairement, il y a trop de sujets.
Donc, on va parler, dans l'ordre qui vous est présenté là, du plan d'action Lubrizol, enfin de tout ce qui est post-Lubrizol. On va parler des changements sur les chaudières et tout ce qui est système thermodynamique, on reviendra un peu sur ce que c'est d'ailleurs. Le décret tertiaire qui est ancien, mais il y a des arrêtés qui sortent. Tout ce qui est, alors il y a plusieurs actualités sur les produits risques chimiques, dont on va en discuter aussi. La radioprotection, la sécurité routière, et puis il y a d'autres sujets, hein. Il y a notamment pas mal de changements sur les ICPE, mais il n'y a pas que ça, donc on a fait une petite synthèse de divers autres sujets. Donc l'idée c'est de tenir en 1 heure. Je ferai le timekeeper, donc ne soyez pas surpris si on en a convenu avec Marie, je puisse l'interpeller quand le temps nous semble écoulé sur un sujet pour pouvoir accélérer. Voilà. Et donc ça c'est 2020, et on fera, allez, je crois qu'il y a 2-3 slides hein, sur c'est quoi les tendances et les évolutions réglementaires qui vont arriver dans les 3 domaines qui sont environnement, énergie et sécurité. Voilà, alors donc, encore une fois, 1 heure dense, donc on va pouvoir avancer, prendre les sujets un par un. Je rappelle juste, puisque je ne l'ai pas précisé, si vous avez des questions. Alors attendez, en fait, depuis tout à l'heure, Marie, tu ne m'as pas prévenu. Hein. Fallait me prévenir. Je t'ai envoyé un message, mais Ah, mais n'hésite pas, je sais pas si c'est de interpelle-moi, mon parce côté qu'en ou fait, pas, en fait. effectivement, c'est de ma faute, j'ai pas tourné la tête, excusez-moi, j'essaie de regarder la caméra. Donc en fait, donc, vous n'avez pas vu, alors je vous passe en 30 secondes. Hop. Là, j'ai parlé de Tenaxia et d'Ever HSE, c'est pour ça que je parlais de la règlement de la partie veille et conformité jusqu'à la partie RSE. Le support sera disponible après hein, sur notre blog, vous pourrez à la fois revoir le replay et télécharger la présentation. On va parler de ces sujets-là, donc je les ai tous cités rapidement à l'oral, mais voilà, il y a le slide qui permet de les présenter, et un petit peu de 2021. Donc pardonnez-moi, excusez-moi, je suis parti tout feu tout flamme et j'ai oublié de partager mon écran, je suis vraiment désolé. Donc le premier sujet, eh bien, c'est tout ce qui se passe depuis Lubrizol. Donc c'est parti, je te laisse la main Marie, parce qu'en fait moi je vais surtout être timekeeper et monsieur Loyal, et c'est notre experte qui va discuter, qui va parler, plus que moi. Je te passe le mieux, c'est que je te passe en présentateur, comme ça. Oui. Donc là, il faut que tu repartages ton écran, fais pas comme moi. Oui, je suis en train de choisir le bon. Voilà. Donc normalement, tu me dis Mickaël. Je vois ton écran. Parfait, super. Ok. Donc comme Mickaël vous l'a indiqué, on va commencer d'abord avec le plan d'action Lubrizol. Donc vous vous en souvenez sûrement tous. En septembre 2019, il y a eu un accident assez important sur l'entreprise Lubrizol du côté de Rouen. Et suite à cet accident, le gouvernement a décidé de faire un retour d'expérience. Et donc, ils ont mis en place un plan d'action. Et à partir de ce plan d'action, ils ont modifié la réglementation avec un objectif qui est de renforcer la réglementation en matière de prévention des risques industriels et de gestion des accidents pour éviter d'avoir un Lubrizol bis. Donc, je vais vous présenter les principales modifications réglementaires qu'on a eues via le plan d'action Lubrizol. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est assez dense. Donc, il y a tout d'abord à noter l'état des matières stockées qui devient obligatoire pour toutes les installations à autorisation à partir du 1er janvier 2021. Après, souvent, c'était déjà une obligation qu'on retrouvait dans des arrêtés préfectoraux. Par contre, pour d'autres types d'installations, comme les établissements qui sont classés Céveso, les sites qui sont classés à autorisation sous des rubriques liquides inflammables et les entrepôts couverts qui sont classés sur la rubrique 1510 à autorisation ou enregistrement, la réglementation pour l'état des matières stockées va aller plus loin et va demander à partir du 1er janvier 2022 un état des stocks des matières détaillé. Donc avec une mise à jour en plus à faire de manière quotidienne pour les matières dangereuses, y compris les déchets,
et une mise à jour hebdomadaire pour toutes les autres matières combustibles. Et cet état des matières stockées, il devra être mis à disposition de l'administration et des services de secours pour qu'il puisse être utilisé en cas d'accident. Et comme ça, l'administration et les secours pourront savoir ce qu'il y a réellement sur le site au moment de l'accident. Une autre évolution qu'on a eue via le plan d'action Lubrizol, c'est le rapport d'incident ICPE, qui là concerne toutes les ICPE. Donc dans ce rapport d'incident, il y a des nouveaux éléments qui sont demandés, comme par exemple d'indiquer les substances dangereuses qui sont mises en cause lors de l'incident ou de l'accident. Et à noter qu'en plus de l'inspection des installations classées, le préfet doit désormais être destinataire de ce rapport d'incident. Ensuite, il y a eu des modifications qui concernaient plus spécifiquement les établissements Seveso, avec notamment pour les établissements qui sont Seveso seuil bas, l'obligation d'établir un plan d'opération interne à partir du 1er janvier 2023. Et les fréquences des tests de ce plan d'opération interne a été précisée. Donc, il est à tester tous les 3 ans pour un établissement qui est seuil bas et tous les ans pour un établissement qui est seuil haut. Via le plan d'action Lubrizol, on a aussi un renforcement du contenu du POI. Donc, il est vraiment précisé maintenant dans la réglementation. Et une autre modification qui impacte les établissements Seveso, il faut noter Pardon. Tu disais? Excusez-moi, pardon, c'est de ma faute. Quelqu'un est rentré dans la pièce, je me suis levé un peu rapidement. Excusez-moi. Une autre modification qui impacte les Seveso, c'est que dans les études de danger, il faudra mentionner les types de produits de décomposition qui sont susceptibles d'être émis lors d'un incendie. Et dans ce plan d'action Lubrizol, il y a également eu un renforcement de la réglementation applicable au stockage de liquide inflammable à la fois en récipient mobile et également pour les récipients fixes. Et cela, ça concerne les installations classées à autorisation. Et le dernier volet de ce plan d'action Lubrizol impacte les entrepôts, donc les entrepôts couverts qui sont classés sur la rubrique 1510. Donc pour rappel, ça concerne donc les entrepôts couverts qui stockent au moins 500 tonnes de matière combustible. Et il y a bien évidemment derrière des seuils de classement associés par rapport au volume dans l'entrepôt notamment. Donc, une des premières modifications qu'il y a eu pour les entrepôts couverts, c'est les définitions et seuils de classement dans la nomenclature ICPE de cette rubrique 1510 qui a été fortement modifiée. Ça peut avoir des impacts sur, auparavant, des sites qui étaient classés uniquement sur des rubriques 2662, 2663 peuvent désormais se retrouver uniquement classés sous la rubrique 1510. Les autres évolutions concernent les distances minimales d'éloignement de l'entrepôt. Il y a également une interdiction progressive des récipients mobiles fusibles pour stocker les liquides les plus inflammables. Le plan de défense incendie qui concernait auparavant uniquement les installations 1510 à autorisation est élargi à toutes les installations, donc y compris enregistrement et déclaration, et son contenu est également élargi. Pour certaines installations classées 1510, il faudra réaliser une étude des effets thermiques et, en fonction des résultats de cette étude, mettre en place, si besoin, des mesures compensatoires du type sprinklage, mur coupe-feu doseur. Et également, comme pour les établissements Seveso, on retrouve dans les études de danger l'obligation de mentionner désormais les types de produits de décomposition qui sont susceptibles d'être émis lors d'un incendie. Et il y a également des dispositions plus spécifiques afin d'encadrer les cellules et les chambres frigorifiques. Ouais, alors du coup, effectivement, alors vous étonnez pas, hein, on a plein de sujets à traiter, donc on va passer quelquefois entre guillemets du coq à l'âne, pardonnez-moi l'expression. Mais effectivement, donc là, on va, encore une fois, Lubrizol, on peut en parler encore plus que ça, bien plus dans le détail. On vous a fait une synthèse. Donc, l'idée là, c'est de changer de sujet et de parler maintenant des chaudières, parce qu'il y a eu des changements voilà, qui concernent les contrôles d'entretien, etc. Et Marie va poursuivre sur ce sujet-là. N'hésitez pas, là, encore une fois, posez vos questions, excuse-moi Marie, posez vos questions dans le chat, dans la foire aux questions, là. Dites les choses, et puis tout ce à quoi on pourra répondre, on le fera avec grand plaisir, évidemment.
Donc effectivement, il y a eu aussi des évolutions qui concernent le contrôle des chaudières, avec tout d'abord des modifications des valeurs minimales de rendement. Une nouveauté, c'est la prise en compte désormais des chaudières biomasse. On peut citer aussi comme autre évolution la modification de la liste de certains appareils de contrôle. Et au niveau du contrôle réglementaire, donc pour le contrôle de l'efficacité énergétique, qui pour rappel concerne les chaudières dont la puissance est comprise entre 400 kW et 20 MW, ce contrôle passe à tous les 3 ans si la puissance de votre chaudière est inférieure à 5 MW. Par contre, il n'y a pas de modification pour les plus de 5 MW, ça reste à faire tous les 2 ans. Il y a également des nouveaux points de contrôle qui seront à vérifier par la personne qui réalise ce contrôle. Et une autre nouveauté, c'est que désormais, le contrôle des mesures des émissions atmosphériques, donc qui comportent la teneur en NOx et la teneur en poussière, est à réaliser en même temps que le contrôle de l'efficacité énergétique de votre chaudière. Et si vous avez une chaudière dont la puissance est comprise entre 4 et 400 kW, qui, elle, est visée par l'entretien annuel, il y a des nouveaux points de contrôle qui seront à vérifier par votre prestataire d'entretien. Et une grande nouveauté, c'est que les chaudières qui sont couvertes par un contrat de performance énergétique, un CPE, elles sont désormais exemptées du contrôle périodique et de l'entretien annuel si le CPE couvre la chaudière. Donc, pour rappel, un CPE, c'est un contrat qui est conclu entre un donneur d'ordre et une société de services d'efficacité énergétique. Et ce CPE, il a comme objectif de garantir une diminution des consommations énergétiques par rapport à une base contractuelle sur une période de temps donnée avec un investissement dans des travaux, des fournitures de différents services ou des prestations. Et si les objectifs du contrat du CPE ne sont pas atteints, il peut y avoir des pénalités financières. Et il y a certains critères qui sont définis par un arrêté pour permettre de dire qu'on est vraiment dans le cadre du CPE qui permet l'exemption de ces contrôles. Donc voilà pour les chaudières. Oh, plein de détails, c'est bien, merci. En fait, on va poursuivre sur tout ce qui est système finalement de chaud, de froid, etc., puisqu'on va parler des systèmes thermodynamiques, puisque là aussi il y a des changements. Alors, système thermodynamique, Marie, tu vas un peu nous expliquer ce que ça recouvre concrètement, parce que ça paraît, c'est un terme assez générique finalement, et un peu technique et barbare, si on le prend comme ça. Donc, vas-y, je t'invite à poursuivre sur le sujet qui reste toujours. Finalement, on n'était que sur le chaud, maintenant on va parler sur le chaud et froid. Exactement. Donc effectivement, comme tu l'as dit, Mickaël, système thermodynamique, c'est un nouveau terme. On n'en parlait pas avant dans la réglementation. Avant, ce qu'on avait pour les équipements de froid et de chaud, c'était l'inspection tous les 5 ans pour les systèmes de climatisation et des pompes à chaleur dont la puissance frigorifique était supérieure à 12 kW. Cette inspection, elle a été supprimée au 1er octobre 2020 et maintenant, la réglementation vise les systèmes thermodynamiques. Donc, un système thermodynamique, c'est défini comme un système qui permet, via un cycle thermodynamique, de transférer de la chaleur entre le milieu environnement et un bâtiment ou une application industrielle pour en réchauffer ou refroidir l'air intérieur. Donc, on retrouve dedans les pompes à chaleur, les systèmes de climatisation notamment. Et ce qu'il faut noter, une notion vraiment importante à avoir en tête, c'est que quand on parle de la puissance nominale d'un système thermodynamique, il faut prendre en compte et sommer toutes les puissances nominales des différentes machines thermodynamiques qui sont présentes dans un même bâtiment. Donc avant, sur l'inspection quinquennale des plus de 12 kW, on prenait vraiment en compte la puissance frigorifique de l'équipement. Là, sur un système thermodynamique, on a une vision par bâtiment. Et à noter également, donc ces systèmes thermodynamiques, ils sont visés par des contrôles que je vais vous présenter juste après. Et il y a une exemption pour ces contrôles s'ils sont couverts par un contrat de performance énergétique, le CPE. C'est la même définition que je vous ai donnée juste avant pour les chaudières. Donc, si on va plus en détail sur les nouveaux contrôles, les systèmes thermodynamiques, il y a 2 types de contrôles possibles, l'entretien périodique ou l'inspection périodique. Donc, tout d'abord, l'entretien périodique, il concerne les systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale, donc pour rappel, en sommant par bâtiment, est comprise entre 4 et 70 kW.
Donc, si vous avez des systèmes thermodynamiques de cette puissance, l'entretien est à réaliser tous les 2 ans par une personne qualifiée. Lorsque vous installez une nouvelle installation ou que vous en remplacez une, le premier entretien est à effectuer au plus tard dans les 2 ans suivant leur mise en service. Et pour un point important, c'est que pour les installations existantes au 1er juillet 2020, le premier entretien sera réalisé au plus tard avant le 1er juillet 2022. Donc ça, c'est pour le premier type de contrôle, l'entretien périodique. Et si on est dans un système thermodynamique qui a une puissance nominale de plus de 70 kW, on entre dans le cadre de l'inspection périodique. Et cette inspection périodique, elle concerne aussi les systèmes de ventilation qui sont combinés à un chauffage par effet Joule. Donc derrière ce terme, on peut retrouver notamment les CTA, les centrales de traitement d'air, si elles font plus de 70 kW. Donc cette inspection périodique, elle est à réaliser tous les 5 ans. Et tout d'abord, juste par une personne certifiée par un organisme accrédité jusqu'à fin 2024, et à partir de 2025, ça sera par un organisme accrédité. La périodicité passe à tous les 10 ans si vous avez une démarche ISO 50001 qui intègre les systèmes thermodynamiques et les systèmes de ventilation concernés par l'entretien. Donc, pour rappel, dans le cas de l'inspection quinquennale des clims et des pompes à chaleur, on avait aussi cette périodicité de 10 ans en cas de démarche ISO 50001. Et également, pour une installation qui est dédiée à de l'entreposage frigorifique et qui est certifiée ISO 50001, le renouvellement de cette certification vaut inspection. Au niveau des délais, pour une installation qui est neuve ou remplacée, la première inspection sera réalisée au plus tard dans les 5 ans après la mise en service de l'installation. Et pour les installations qui étaient existantes au 1er juillet 2020, la première inspection sera réalisée au plus tard avant le 1er juillet 2025. Et un point à noter dans le cadre de cette inspection, c'est qu'il faut mettre à disposition de la personne qui réalise le contrôle le livret CVC du système thermodynamique. Donc, livret CVC, c'est le livret chauffage, ventilation, climatisation. Et dedans, on y retrouve notamment la documentation technique, le registre d'entretien, les différentes fiches d'intervention suivant le type d'équipement. Donc, voilà pour ce nouveau point de réglementation, les systèmes thermodynamiques. Donc j'ai eu des questions pour info auxquelles j'ai répondu sur notamment puissance mini-maxi, enfin quand on parle de puissance nominale. Hein, donc, oui, c'est le mini ou maxi. Oui, entre la puissance frigorifique ou la puissance calorifique. Voilà, donc la puissance, c'était est-ce qu'il fallait prendre mini ou maxi? Donc moi, ce que j'ai répondu, tu me complètes, n'hésite pas Marie, mais c'était effectivement, j'ai répondu dans le chat, j'essaie de répondre en live hein, à tout le monde dans le chat, c'était la puissance nominale, normalement elle est indiquée sans parler de mini maxi, soit sur la plaque et ou sur la documentation technique. Normalement, vous avez à un moment donné une puissance nominale sans parler de mini maxi, qui est vraiment cette puissance-là à prendre en compte. Et puis, il y avait une question effectivement sur le renforcement des vérifications. Est-ce que c'était suite au Covid? Il me semble que c'est pas directement lié, que c'était déjà dans les tuyaux et que bon, je ne sais pas si ça aurait pu accélérer les choses, mais peut-être que tu as des éléments que je n'ai pas, dont j'ai pas pris connaissance. C'est dans le cadre d'une réglementation européenne. C'est la transposition d'une directive européenne, cette nouvelle réglementation des systèmes thermodynamiques. Donc, il n'y a pas de rapport direct avec la crise sanitaire. Bon, ok, merci Marie du complément. Donc, écoutez, on enchaîne. N'hésitez pas à me dire si vous voyez bien tous les réponses que j'apporte. Déjà, est-ce que vous voyez tous les questions ou est-ce que c'est moi que moi qui les vois et du coup, ou est-ce que quand je réponds, tout le monde voit bien mes réponses? Parce qu'il n'y a que la personne. Bon, je vois au moins un OK, merci Laetitia, merci Gaël, etc. Merci beaucoup. Donc c'est bien. Ça permet de compléter en live ce que dit Marie. Donc, on va passer au décret tertiaire. Tu es parfaitement dans les timings, Marie, pour l'instant, c'est top. On va poursuivre avec ça, puisque en fait, il y a des arrêtés qui sont parus, enfin un arrêté qui est paru. Suite au décret tertiaire, tu vas nous rappeler un peu tout ça, puisque le décret il date un peu quand même. Hein. Voilà, ça y est, ça approche et on arrive dans le concret, puisque le code de la construction et de l'habitation avait évolué.
Et bon, voilà, il fallait passer en mode opérationnel. Donc, vas-y, je te laisse nous raconter un peu tout ça. Effectivement. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est une longue histoire. Ça avait commencé avec le Grenelle en 2006, mais on a eu le décret tertiaire qui est dans le code de la construction de l'habitation. Et effectivement, cette année, on a eu le premier arrêté qui engage vraiment la mise en œuvre de cette réglementation. Mais comme on le verra tout à l'heure, on attend encore différents éléments. Donc, pour rappel, le fameux décret tertiaire, comme on le surnomme, ça concerne les bâtiments, parties de bâtiments ou des ensembles de bâtiments qui ont une activité tertiaire et qui sont existants au 24 novembre 2018 et qui répondent à l'une des conditions suivantes. Donc, soit c'est un bâtiment qui héberge uniquement des activités tertiaires avec une surface de plancher supérieure ou égale à 1000 m². Et dans ce cas-là, faut également prendre en compte les activités non tertiaires mais qui sont accessoires aux activités tertiaires, donc par exemple les locaux techniques. Une autre condition possible, ça peut être des parties de bâtiments à usage mixte, donc par exemple un bâtiment qui héberge à la fois des bureaux et des habitations, et il faut que les activités tertiaires soient hébergées dans ce type de bâtiment sur une surface de plancher cumulée au moins égale à 1000 m². Et le dernier cas possible pour entrer dans le champ d'application, c'est tout ensemble de bâtiments qui est situé sur une même unité foncière ou sur un même site, dès lors que ces différents bâtiments hébergent des activités tertiaires avec également une surface cumulée de plancher qui est supérieure ou égale à 1000 m². Et donc ces bâtiments, ils ont un objectif, c'est réduire leur consommation énergétique, soit de moins 40% dès 2030, puis 50% en 2040 et 60% en 2050, par rapport à une consommation énergétique de référence qui ne peut être antérieure à 2010, ou alors ils doivent atteindre un niveau de consommation d'énergie en valeur absolue qui est fixé en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de la même catégorie. Et Moi, si je peux me permettre, Marie, que déjà, c'est pas très simple hein, pour bien comprendre si on est concerné. non, Pas facile hein, de voir si notre bâtiment est concerné. Donc, déjà, faites ça, savoir si vous êtes concerné. Et puis après, vous pourrez effectivement déjà voir si vous êtes concerné par des objectifs à mettre en œuvre. oui, comme le décret tertiaire, c'était l'année en 2019. Je ne suis pas entrée plus dans les détails sur le champ d'application, mais effectivement, il faut être vigilant par rapport à ce champ d'application. Et par contre, une bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de mutualiser ces réductions à l'échelle de tout un patrimoine ou d'une partie du patrimoine. Donc on peut réduire fortement d'un côté et moins réduire de l'autre et au final atteindre son objectif au global. Et cette année, Ouais, je oui, voulais juste dire avant que tu poursuives, parce qu'il y a plein de questions là qui arrivent, et donc je pense qu'il faut qu'on traite un petit peu de savoir rapidement. On va essayer de pas perdre de temps quand même, mais notamment, alors je les prends à l'envers, mais donc tertiaire, c'est bien, on est bien d'accord que c'est effectivement bureau, salle de réunion et autres. On parle de bâtiments tertiaires. Donc, moi, il y a une question aussi qu'on nous pose souvent qui n'est pas très clairement notée là, mais ça peut aider à répondre. C'est est-ce que faut que ça soit tout le bâtiment comme nous, Tenaxia alors moi, aujourd'hui, je suis dans une salle de réunion dans les bureaux, mais Marie, elle est chez elle. Enfin, on est normalement en télétravail, c'est exceptionnel que je vienne là. Et nous, par exemple, on n'a que des bureaux, donc là, on est un bâtiment tertiaire. Donc après, est-ce qu'on répond à toutes les définitions qui sont là? C'est sûr, 1000 m² à Laval. Mais par contre, quand on est un bâtiment où on est à la fois un peu de bureaux, enfin des bureaux, et puis en même temps, à côté, il y a l'activité soit de stockage, soit de production, et que on est un peu industriel, etc. Donc dans ce cas-là, Marie. alors pour l'instant, il y a un peu c'est pas définitivement tranché dans la réglementation. On n'a pas une définition exacte d'activité tertiaire, c'est juste défini comme les activités marchandes ou non marchandes. Donc ça, c'est large. Mais par contre, on peut se baser actuellement sur la foire aux questions qui est disponible sur la plateforme Opérate, qui est la plateforme qui servira à répondre à l'obligation de transmettre des données. Et dedans, il cite, on retrouve des cas de bâtiments industriels qui ont des parties tertiaires, la partie des entrepôts aussi. Les entrepôts dans un site industriel, c'est considéré comme du tertiaire. Donc, on attend quand même un peu plus d'éléments
justement dans les prochains arrêtés. Et également, je crois qu'il y a aussi un guide de l'ADEME qui doit paraître. Donc on espère d'avoir plus de réponses à ce sujet prochainement. Mais a priori, oui, des parties tertiaires d'un bâtiment industriel seraient concernées. Et il faut, par exemple, un bâtiment industriel, il faudrait cumuler les différentes parties tertiaires, les bureaux par exemple, la partie stockage logistique, et pour être concerné, dépasser les 1000 m² en surface planchère. Rappelle-moi le nom de la plateforme. C'est Opérat. Je la présente là sur. Ah bah oui, ok, elle est là. Ok, elle est Donc, sur le slide. il y a Je vais remettre le lien dans le chat parce qu'on nous le demandait. Ah, il y a il y a une plein, série de plein questions assez, on va tous qui pouvoir les. sont plus progressivement sur ce site, et donc je vous conseille d'aller la consulter si vous souhaitez en savoir plus. Ça peut répondre à pas mal de vos questions là-dessus, d'un point de vue pratique. Ouais, parce qu'effectivement, quand il y a d'autres questions hein, sur c'est quoi une unité foncière, par exemple. Est-ce qu'il y a des exemptions sur des constructions provisoires, etc., etc. Donc, je pense qu'on va devoir avancer malheureusement, mais je vais tâcher de répondre à une partie des questions, mais je ne pourrai pas répondre à tout même dans le chat. Et puis, on vous invite à aller sur ce site, dont je vais vous mettre le lien tout de suite là dans la partie chat aussi. Oui, là c'est complet. Il commence à y avoir quelques exemples dessus aussi. Donc, je vous conseille vraiment d'aller vous y référer. C'est le site de déclaration, donc c'est la référence sur le sujet. Ok. Donc, effectivement, Allez, vas-y, la continue, partie champ continue. d'application des On va décrets parler. tertiaires, c'est un sujet assez large, et on pourrait y consacrer un webinaire entier. Mais si on revient sur ce qui s'est passé sur le décret tertiaire en 2020, il y a le premier arrêté qui vient vraiment mettre en œuvre cette réglementation qui est paru. Et dans ce texte, on retrouve la définition des méthodes de calcul et d'ajustement de la consommation d'énergie finale qu'on appelle CERELAT. Donc, il y a 2 cas pour calculer cette consommation. Le premier cas, c'est l'exprimer en valeur relative par rapport au niveau de consommation énergétique de référence. Ou alors, le deuxième cas, c'est l'exprimer en valeur absolue par catégorie d'activité. Donc là, c'est en fonction des 2 objectifs que je vous ai cités précédemment. Soit on réduit de 40% par rapport à une valeur de référence, ou soit on se compare aux bâtiments de la même catégorie. Ce nouvel arrêté, il précise également les différentes conditions de modulation des objectifs. Ça peut être pour des raisons techniques, en fonction du volume de l'activité, ou parce que les actions mises en œuvre pour réduire sa consommation d'énergie entraînent des coûts disproportionnés. Donc, si vous souhaitez mettre en œuvre cette modulation des objectifs, le contenu du dossier technique est précisé dans ce texte. Et le dernier point qui est abordé dans ce texte, c'est le fonctionnement de la plateforme numérique Opérat, que je vous ai cité juste avant. Donc, cette plateforme, c'est elle qui va servir tous les ans à déclarer les consommations énergétiques. Et pour rappel, la première déclaration est à faire l'année prochaine, d'ici fin septembre 2021. Et chaque année, suite à la déclaration sur la plateforme, on vous délivrera une attestation numérique ainsi qu'une notation appelée éco-énergie tertiaire, qui vous permettra de voir l'avancement dans votre démarche de réduction des consommations d'énergie finale. Et également, dans cette plateforme, on retrouve un module qui est dédié au cas si vous souhaitez mutualiser vos objectifs dans le cadre de votre patrimoine, si vous avez plusieurs sites par exemple. Donc voilà pour la partie décret tertiaire, qui est effectivement assez complexe, et c'est pas facile de la résumer seulement en quelques minutes. Tu as tout à fait raison. Je suis retourné voir, j'étais allé, mais il y a un petit moment déjà, j'avoue, sur cette partie opérate là. Sur la fac, il y a toutes les réponses auxquelles vous posez là, les uns et les autres, sur les modes de calcul, le site logistique. Là, il y a un exemple sur un site logistique.
Oui, a priori, vu ce que je lis rapidement, oui, tout le monde vous allez être concerné sur la totalité de votre surface. Maintenant, il va falloir regarder dans les détails quand même, hein, sur certains aspects, mais de façon générale, il y a beaucoup de monde finalement qui va être concerné. Il y a assez peu d'exclusions finalement. Mais vraiment, je vous invite à aller sur la fac et le site là, parce qu'il est plutôt bien fait. Il est par catégorie de questions en fait, et donc il est plutôt bien fait. Et donc, pardonnez-moi, je ne vais pas répondre à toutes les questions. Vraiment, tout est sur la fac en fait. Voilà, donc pour permettre de traiter tous les sujets, on va avancer. Donc, on passe sur un autre sujet. On va parler un peu plus produits chimiques maintenant. Alors, il y a plusieurs sujets dans produits chimiques. Le premier qu'on va aborder, c'est les FDS. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de réforme sur les FDS quand même. Hein, depuis qu'il y avait eu REACH CLP, en fait, finalement, peu de changements. Eh bien, il y en a un maintenant. Donc, je vais te laisser en parler, Marie. Et puis après, il y a trois autres sujets, peut-être plus spécifiques pour le coup. Mais celui-là, les FDS, il concerne beaucoup de monde. Oui, donc effectivement, c'est la première grosse évolution du contenu des FDS. Donc, cette évolution, elle permet de prendre en compte notamment les 6e et 7e révisions du système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques, donc le système international. Maintenant, on retrouve dans les FDS l'identifiant unique de formulation, l'UFI. Donc l'UFI, c'est un élément qui peut être utilisé en cas d'accident. Quand vous appelez un centre antipoison, vous retrouvez sur l'emballage du mélange cette UFI, et ça permet au centre antipoison de savoir rapidement quelle réponse vous apportez en cas d'accident. Cette évolution des FDS permet également de prendre en compte les substances de forme nanoparticulaire. Donc désormais, on saura spécifiquement grâce au FDS si les produits contiennent des nanomatériaux. Donc pour rappel, une substance de forme nanoparticulaire, c'est des nanomatériaux sous forme de particules qui ont au moins une dimension de l'ordre du nanomètre. Donc c'est assez petit. Cette évolution permet également de prendre en compte le caractère perturbateur endocrinien si concerné, et ça va permettre également de préciser les limites de concentration spécifiques, les facteurs de multiplication et également les estimations de la toxicité aiguë. Donc le contenu des FDS est vraiment renforcé. On va retrouver beaucoup plus d'informations qu'auparavant. Et ce nouveau format, il est applicable dès le 1er janvier qui arrive, 2021. Par contre, il y a une petite période transitoire pour les fabricants et les fournisseurs pour qu'ils puissent mettre à jour leur FDS. Ça fait quand même un long travail. Et donc, ce qui fait qu'on peut avoir des FDS sous l'ancien format qui peuvent être continués d'être livrés jusqu'à fin décembre 2022. Par contre, ça veut dire que début 2023, toutes les FDS que vos fournisseurs de produits chimiques vont vous transmettre devront répondre à cette évolution. Donc voilà pour les évolutions des FDS. On va passer à un produit un peu plus spécifique, les diisocyanates. Donc les diisocyanates, c'est des substances qui sont utilisées. Je te laisse enchaîner. Simplement, peut-être si des personnes sont spécifiquement concernées, on va parler de diisocyanates, et puis un tout petit peu après, il y a les VLOP et il y a la silice cristalline. Donc, si certains sont particulièrement concernés, à la limite, n'hésitez pas à lever la main ou dites moi je suis concerné dans les questions. Si vous ne l'êtes pas, dites rien. Comme ça, on va voir aussi s'il y a beaucoup de monde de concernés, ce qui nous permet d'ajuster le temps passé sur ces slides. Si personne ne dit moi pour l'isocyanate ça ne me concerne pas du tout, on va accélérer évidemment. Et pareil sur la silice cristalline, pardonnez-moi. Pardon Marie, vas-y. Une question, quelle préconisation à suivre sur les FDS? Donc c'est vous assurer que début 2023, toutes les FDS que vous avez sont à jour par rapport à ces évolutions. Donc si vos fournisseurs ne vous aient pas transmis, se rapprocher d'eux pour les obtenir. Et d'ailleurs, c'est une bonne pratique de manière générale de se rapprocher régulièrement de son fournisseur pour obtenir les FDS à jour parce qu'il ne les envoie pas de manière systématique.
Ouais, certains les mettent juste à disposition déjà sur des plateformes ou disent bah, vous n'avez qu'à aller voir sur tel site, c'est suffisant. Donc effectivement, on va dire courant 2022, avant que l'échéance arrive, mettez-vous une action. Allez, dans votre plan d'action 2022, c'est un peu loin, mais mettez-vous une action de vérification et de relance auprès, en fonction des pratiques de vos fournisseurs sur ce sujet-là. Donc, personne ne Oui. parle de d'isocyanate. Par contre, on a une personne qui parle de cylindre cristalline, c'est clair. Donc, Ah, ça va nous mince, aider pardon. à optimiser. D'accord. Bon, pour aller très vite sur les diisocyanates, qui, pour rappel, on les retrouve dans la production de mousse comme du polyuréthane, des agents d'étanchéité. C'est des produits qu'on peut retrouver dans certaines colles ou dans des peintures. Et elles ont été identifiées comme sensibilisants, respiratoires de catégorie 1 et sensibilisants cutanés de catégorie 1, ce qui peut avoir comme conséquence de provoquer un asthme professionnel chez certains travailleurs. Et désormais, leur utilisation est encadrée lorsqu'elles sont utilisées dans d'autres substances ou dans des mélanges quand c'est supérieur à 0,1% en poids dans un cadre industriel et professionnel. Donc il y a 2 grandes échéances. Il y a le 24 février 2022, il y aura une restriction de mise sur le marché de ces substances, sauf si le destinataire, donc par exemple vous, si vous utilisez un produit concerné, reçoit de la part du fournisseur des informations qui permettent une formation de l'utilisateur. Et il faudra également avoir une mention, cette mention sur l'emballage. Et le grand point qui peut vous impacter si vous êtes concerné par ces substances, c'est qu'au plus tard, au 24 août 2023, toutes les personnes qui utilisent des produits contenant ces substances devront avoir une formation pour les utiliser, qui devra être dispensée par quelqu'un expert dans le domaine. Elle devra être adaptée. Il faudra que l'employeur atteste de la réussite à cette formation et, un point important, la renouveler tous les 5 ans. Donc voilà rapidement sur les diisocyanates les principales évolutions. On continue sur les Vas-y, produits vas-y. chimiques avec des nouvelles VLEP contraignantes qui seront applicables à partir du 1er février 2021. Donc pour rappel, les valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes, ça constitue des valeurs de référence qu'il faut respecter. Et en cas de dépassement, si la VLEP concerne une substance qui est SMR, donc cancérogène, mutagène, reprotoxique, l'employeur doit alors arrêter le travail au poste de travail concerné jusqu'à la mise en œuvre de mesures de protection qui permettent d'assurer la protection des salariés. Et pour les autres agents chimiques dangereux soumis à VLEP contraignante, en cas de dépassement, l'employeur doit alors prendre immédiatement des mesures de prévention et de protection. Et donc là, je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous avez dans le tableau, vous retrouvez les 9 substances qui sont nouvellement concernées par une VLEP contraignante à partir du 1er février. Donc, une des bonnes pratiques, de toute façon, hein, c'est de régulièrement se repencher sur ce sujet. On vous a pas mis, on avait fait un webinaire en juin dernier sur le sujet des VLEP, et dans ce webinaire dont vous avez à la fois le support et la vidéo sur notre blog, on rappelait toutes les règles de VLEP indicatives, contraignantes et tout ce qu'il faut faire quand on se retrouve concerné par ce type de valeur en utilisation des produits. Je vous invite à éventuellement vous replonger dedans si nécessaire. Donc on reste toujours dans les produits chimiques avec la silice cristalline. Et la grande évolution, c'est qu'à partir du 1er janvier, les travaux qui exposent à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail sont considérés comme des travaux cancérogènes. Donc l'impact important, c'est que en cas si vous êtes concerné par des travaux liés à la silice cristalline, il faut prendre en compte ce caractère cancérogène et appliquer la réglementation liée aux substances CMR. Donc, pour rappel, la silice cristalline, il y a des VLEP qui sont associés. Il y a deux VLEP contraignantes fixées dans le code du travail pour le quartz et la cristobalite et la tridymite. C'est des VLEP contraignantes. Donc,
Auparavant, il n'y avait pas de contrôle annuel obligatoire si l'évaluation des risques avait conclu un risque faible. Désormais, comme c'est une substance CMR, c'est un contrôle par un organisme accrédité annuel. Il faut également avoir une formation des salariés concernés plus poussée et à répéter régulièrement. Au niveau suivi médical, on est désormais dans le suivi individuel renforcé avec examen d'aptitude avant l'affectation au poste. Et au niveau de la surveillance médicale post-professionnelle, il faudra délivrer une attestation d'exposition aux agents cancérogènes. Et pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas la silice cristalline, on la retrouve comme matière première dans des procédés industriels, comme par exemple la fabrication du verre. On la retrouve également sous forme de poussière dans différents types d'activités. Ça peut être l'extraction de granulats et de minéraux industriels, également la taille de pierre. Mais on la retrouve aussi dans la fabrication de prothèses dentaires, la fonderie, la verrerie, la bijouterie. Donc on la retrouve dans plein d'activités diverses. Ok. Alors, on va changer, on va rester sur des choses un peu particulières quand même, mais on va changer quand même de sujet puisqu'on va parler radioprotection. On a finalement deux sujets sur la radioprotection. Un premier sujet sur les zones dont on va parler maintenant et un deuxième sujet sur les vérifications qui va venir ensuite. Donc je te laisse y aller. Il est 14h46, on est pas mal sur le timing. Il faut continuer comme ça, ma chère Marie. D'accord, merci Mickaël. Donc effectivement, tout d'abord, une des évolutions qu'il y a eu en début d'année sur la radioprotection, c'est au niveau du zonage. Donc pour rappel, il y avait une évolution assez importante en 2018 dans le Code du travail au niveau de la radioprotection. Et en début d'année, on a eu une mise en cohérence des nouvelles zones qui avaient été déterminées en Code du travail avec ce qui était déterminé dans l'arrêté spécifique au zonage. Donc vous retrouvez ici les nouvelles zones. Donc, là, une des nouveautés, c'est qu'il y a désormais une zone d'extrémité. Il y a aussi des évolutions au niveau des différentes limites. Pour certaines, on n'est plus en heures, mais en mois, et d'autres en secondes et en heures. Je ne vais pas entrer dans les détails, on n'a pas le temps. Et ce qui est à noter aussi, c'est qu'il y a une nouvelle zone, c'est la zone radon. Parce que suite à l'évolution de 2018, le radon est pris en compte dans la réglementation. Donc, pour rappel, le radon, c'est un gaz radioactif qui est issu de la désintégration de l'uranium et du radium. On retrouve naturellement dans certaines sols et des roches, par exemple les roches granitiques. Et il a été classé comme cancérogène certain pour le poumon. Et il serait, d'après certaines études, la seconde cause de cancer du poumon en France après le tabac et devant l'amiante. Donc c'est pour ça que la réglementation maintenant va plus loin sur le radon. Donc c'était une des nouveautés, une zone spécifique pour le radon. Si la dose efficace est supérieure à 6 mSv par an. Comme autres évolutions, on a eu des définitions des conditions d'accès des travailleurs aux différentes zones. Donc, en fonction de si les travailleurs sont classés A ou B, s'ils ne sont pas classés, et en fonction de la zone, on ne peut pas y accéder facilement. Les autres évolutions portaient sur la possibilité de délimiter une zone surveillée par intermittence et également sur une nouvelle valeur pour la zone d'opération pour les appareils mobiles ou portables qui sont émetteurs de rayonnement ionisant. Pardon, j'ai été trop vite. Et le deuxième sujet sur la radioprotection, c'est assez récent, il y a quelques semaines, est paru le nouvel arrêté qui encadre les vérifications, donc les contrôles à faire en matière de radioprotection. Donc, tout d'abord, l'employeur doit définir dans un programme les différentes vérifications qu'il doit mettre en œuvre et il doit se faire conseiller de son conseiller en radioprotection. Donc, pour rappel, auparavant, on parlait de personnes compétentes en radioprotection, PCR. Maintenant, on parle de conseiller en radioprotection. Et il y a différents types de vérifications. Donc, avant, dans la réglementation, on parlait de contrôle. Maintenant, on parle de vérification. On a un changement de terme, mais on va retrouver
des choses assez semblables, même si le champ d'application a quand même évolué. Donc, par exemple, pour tout ce qui est source et équipement de travail, avant, on avait des contrôles externes et des contrôles internes. On a toujours une vérification à faire par un organisme externe, un organisme accrédité. C'est ce qui s'appelle une vérification initiale. Par contre, son champ d'application est un peu plus restreint que les contrôles externes. Ça concerne désormais les sources et les équipements les plus à risque. Donc, par exemple, les rayons X, les générateurs de rayons X qui font moins de 10 microsieverts sont exclus de la vérification initiale. Donc, comme je disais, à la faire par un organisme accrédité lors de la mise en service de la source ou de l'équipement de travail ou après toute modification importante. Et en fonction des types d'équipements, il faut la renouveler soit tous les ans, soit tous les 3 ans. Avant, on avait les contrôles internes qui étaient faits par la PCR. Désormais, on a les vérifications périodiques qui sont réalisées par le conseiller en radioprotection ou sa supervision. Auparavant, la périodicité, la méthode, c'était défini réglementairement. Désormais, c'est l'employeur qui doit définir avec le conseiller en radioprotection de quelle manière sont faites ces vérifications périodiques. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que la périodicité que vous choisissez doit être au moins annuelle. Et cette vérification permet de s'assurer du maintien en conformité de la source ou de l'équipement de travail. Il y a toujours des vérifications sur les lieux de travail. Donc aussi, il y a une vérification initiale et une vérification périodique. La vérification initiale est réalisée par un organisme accrédité. Et si ça concerne le radon, le recours à un organisme agréé par l'ASN est possible. Cette vérification initiale permet de vérifier l'adéquation des zones délimitées. Donc les zones délimitées, c'est celle que je vous ai présentée juste avant, avec le risque d'exposition. Et elle est à faire lors de la mise en service de l'installation ou après toute modification importante. Et la vérification périodique, c'est un peu comme pour les sources et équipements de travail. C'est le conseiller en radioprotection qui la réalise ou sous sa supervision. Et c'est selon la méthode, la périodicité qui est définie par l'employeur. Et là, j'ai pas marqué, mais je crois que si je me souviens bien, la périodicité, elle ne peut pas dépasser tous les 3 mois. Et il y a également toujours une vérification des instruments de radioprotection. Donc, ça concerne les instruments ou les dispositifs de mesure fixes ou mobiles du risque d'exposition externe, les dispositifs de détection de la contamination et les dosimètres opérationnels. Donc, je vais t'inviter, ma chère Marie, à devoir accélérer un petit peu pour respecter un peu notre timing parce qu'on ne va pas pouvoir tout regarder dans le détail. Je suis désolé. Ok, j'entre pas plus dans les détails sur cette vérification. Sachez qu'elle existe toujours. Et à noter que actuellement, il est prévu que la première vérification périodique sera réalisée avant le 1er juillet 2021. Mais il est possible que cette période transitoire évolue. Autre sujet, on va passer à la sécurité routière. Pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, il y a désormais une signalisation obligatoire à partir du 1er janvier des angles morts, qui seront apposés sur les côtés et à l'arrière du véhicule. Donc, c'est les affiches, les petites affiches que vous voyez là, qui seront affichées sur les véhicules pour signaler les angles morts et ainsi renforcer la sécurité des piétons, des cyclistes suite à de nombreux accidents liés aux angles morts. À noter que le non-respect de cette signalisation est lié à une contravention de 4e classe, donc 135 €. Et par contre, il y a une période transitoire qui est prévue d'1 an si le véhicule est équipé avant le 31 mars d'un dispositif de signalisation, mais qui n'est pas conforme à ce qui est demandé actuellement dans la réglementation. C'est bien, tu as bien accéléré, c'est super. Donc, les autres, il nous reste dessus, il nous reste 7-8 minutes. On a deux trucs, les autres sujets des évolutions 2020 et puis les perspectives 2021. Vous avez dit que c'était dense, donc effectivement, vous avez constaté que ça l'était. Donc, je ne te retarde pas plus que ça, vas-y, je t'en prie. Alors, je vais aller assez vite, malheureusement, à cause du temps, sur les différents sujets. Donc, tout d'abord, sur la nomenclature ICPE, on peut retenir en 2020 l'apparition
de l'arrêté ministériel de prescription générale, l'ANPG, pour la rubrique 1978. C'est une rubrique qui avait été créée en 2019 et qui concerne l'utilisation de solvants organiques. Il y a également eu des modifications de plusieurs rubriques, donc la rubrique 2915, 2930 et 2940, afin de supprimer, une petite erreur sur mon support, c'est supprimer le régime de l'autorisation pour le remplacer par le régime de l'autorisation. Non, c'est supprimer le régime de l'autorisation pour le remplacer par le régime de l'enregistrement. Voilà, pour remplacer par l'enregistrement. C'est ça. Et avec l'apparition, bien sûr, des différents ANPG enregistrements pour chaque rubrique concernée. Il y a également des modifications liées aux rubriques de stockage. Donc, j'en ai un peu parlé brièvement au tout début sur le plan d'action Lubrizol. C'est ce que je vous ai présenté sur les entrepôts couverts, avec notamment la suppression des doubles classements sous ces différentes rubriques. Il y a également des modifications sur les différentes rubriques 4000, 4321 et 4744. Et au niveau des rubriques 3000, on peut noter l'apparition des arrêtés MTD industrie agroalimentaire et MTD traitement de déchets suite à l'apparition des conclusions sur MTD. Donc c'est une nouveauté française, il y a désormais des arrêtés qui retranscrivent les MTD. Et enfin, il y a, je crois que c'est la semaine dernière, est paru les conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques. Comme autres évolutions, on a la mise en œuvre du forfait mobilité durable. Donc, pour rappel, c'est la possibilité pour l'employeur de prendre en charge une partie des frais engagés par les salariés pour se déplacer entre leur domicile et leur lieu de travail avec des modes alternatifs à la voiture individuelle. Donc, c'est par exemple le vélo, le covoiturage ou des services de mobilité partagée, comme par exemple les voitures électriques en partage. Il y a également des évolutions en énergie sur le pilotage des bâtiments, avec des obligations pour certains bâtiments nouveaux, mais aussi existants, d'installer des systèmes d'automatisation et de contrôle et des systèmes de régulation automatique de la température. On peut également noter au niveau en sécurité routière la suppression de l'obligation d'avoir un éthylotest dans les véhicules. Et enfin, pour les équipements sous pression, l'apparition de plusieurs cahiers techniques professionnels, les CTP, dont notamment un qui peut vous concerner si vous avez des équipements sous pression frigorifique, le CTP groupe 3. Donc voilà pour 2020. Ah, tu as vu, je réponds en même temps, hein, c'est pour ça que je suis un peu dissipé. Peut-être que vous Bon, je continue, je te laisse répondre. Merci, Michael. Je réponds en même temps sur quelques trucs, mais effectivement, donc merci Marie pour tout ce qui est 2020. Vous avez vu, c'est très très dense, hein, et encore on n'a pas détaillé, donc très très dense. Et donc, allez, on est déjà au courant de quelques trucs qui vont se passer en 2021, donc on peut les aborder dans les 5 minutes qui viennent si vous nous accordez les 2-3 minutes de dépassement. Ça nous permettra de vous en serez un peu plus pour les prochaines. Oui. Et 2021, voire même dans les 15 prochains jours, parce qu'il peut y avoir des textes qui arrivent d'ici la fin d'année. Donc tout d'abord, en matière de gestion des déchets, on attend des textes qui finalisent les évolutions récentes qu'il y a eu en matière de gestion des déchets. Donc l'évolution la plus importante, ça sera la dématérialisation numérique des BSD via la plateforme Track Déchets. Je suis obligé d'intervenir. On a fait un super webinaire il y a 15 jours, 3 semaines maintenant, qui explique ce que c'est que Track Déchets. On a fait des articles sur le sujet, donc sur le blog, vous avez toutes les infos. On a même fait une démo pendant le webinaire de comment ça va fonctionner. Donc tous ceux qui n'ont pas suivi cette actualité, c'est l'actualité principale sur le monde des déchets pour 2021. Normalement, ça doit apparaître avant la fin de l'année, mais bon, a priori, j'ai entendu que ça serait janvier maintenant. Ah. Ouais, j'ai entendu un bruit de couloir qui disait peut-être qu'on attendrait 2021, donc on va voir. Plus de BSD papier, truc de fou quand même. D'ici fin 2021. Après, on y reviendra sûrement sur peut-être un autre webinaire. Et au niveau de la nomenclature ICPE, on attend une modification de la rubrique 2910. Donc la rubrique 2910, c'est celle qui concerne les installations de combustion. Et cette modification permettra de la mettre en cohérence avec les fiches techniques combustion. Donc les fiches techniques combustion, c'est des documents assez intéressants qui sont fournis par l'administration et qui apportent plein d'éléments sur cette rubrique 2910 et sur comment classer ces installations de combustion. Et justement,
la modification de la nomenclature ICPE permettra d'avoir la même méthode de classement. Et ça va avoir un impact assez important sur la manière de classer un site parce que jusqu'à maintenant, on raisonnait par classement global. Et là, on pourra raisonner par installation. Donc, avoir plusieurs installations classées 2910 sur un même site. Comme autre évolution qu'on attend en énergie, la finalisation du décret tertiaire. Donc, gros sujet, parce qu'on attend l'apparition de 2 arrêtés qui permettra notamment de définir les niveaux de consommation finale fixés en valeur absolue CEAPS avec les différentes catégories de bâtiments. Et à noter, apparemment, ils ont prévu qu'il n'y aura pas de notation éco-énergie tertiaire sur les consommations d'énergie de 2020. Donc celles qui seront à déclarer sur la plateforme Opérate d'ici fin septembre 2021. Une autre évolution en énergie, c'est la réglementation thermique des bâtiments avec la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 qui remplacera la réglementation thermique RT 2012. Et cette réglementation environnementale, elle ira plus loin que les précédentes RT parce qu'elle prendra en compte aussi l'aspect bilan carbone. Parce que notamment, la France a un objectif de neutralité carbone pour 2050. Donc ça devrait être publié a priori d'ici début 2021 avec une entrée en vigueur envisagée pour juillet 2021. Donc pour les nouveaux bâtiments qui seront construits à partir de juillet 2021. Plus spécifiquement sur la sécurité, on attend encore au niveau de l'amiante, dans le cadre du repérage amiante avant travaux, les arrêtés qui encadrent ce repérage pour les immeubles tels que les non bâtis, tels que les terrains, ouvrages de génie civil et les infrastructures de transport, et également le repérage amiante avant travaux pour les installations, structures ou équipements qui concourent à la réalisation et à la mise en œuvre d'une activité. Parce que par exemple, il peut y avoir certains équipements de travail, certaines machines assez anciennes qui peuvent contenir de l'amiante. Et ça, c'est à prendre en compte dans le cadre du repérage amiante avant travaux. On a parlé de la radioprotection, de la réforme de 2018. On attend encore des textes, notamment la liste des activités nucléaires qui sont soumises à enregistrement auprès de l'ASN. Ça permettra également de définir les activités soumises à autorisation. Actuellement, on a juste la liste des activités soumises à déclaration. Et je vous ai parlé de transposition de valeur limite d'exposition professionnelle 9 nouvelles VLOP pour février 2021, mais on attend encore d'autres transpositions de VLEP. Voilà, donc fin 2020, fin 2021 encore a priori assez chargé. Voilà, et encore une fois, 2020, on a volontairement exclu le sujet risque sanitaire et Covid, puisque la majorité des réglementations qui sont parues sont des réglementations d'application plus larges que les entreprises, même si effectivement ils ont eu des impacts forts pour nous tous. Et puis ça a été transcrit via des protocoles. Voilà, et tout ça, on l'a vécu, on a fait des choses à l'époque, on en a parlé à l'époque où c'était nécessaire d'en parler beaucoup. On s'est dit que c'était pas la peine de revenir dessus à cette occasion-là et qu'on voulait justement, vu le reste de l'actualité réglementaire qui, en tant que personne en charge de la sécurité de l'environnement ou qui conseille les entreprises en matière de sécurité de l'environnement, il y a déjà tellement de trucs à côté que voilà, on a fait un focus là-dessus. Merci beaucoup Marie de cette présentation. Alors je suis désolé, j'étais un peu pressé sur la fin, mais bon, il fallait quand même essayer de tout balayer. Oui. Donc merci encore, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été présents pendant une grosse heure maintenant avec nous. Vous retrouverez le support, vous retrouverez aussi d'ailleurs il y a des choses qu'on a dites aujourd'hui qui sont déjà détaillées dans des articles auxquels Marie a contribué, moi aussi un petit peu, mais beaucoup Marie et d'autres consultants Tenaxia et HSE. Donc vraiment, je vous invite, si vous avez des sujets qu'on a évoqués, que vous souhaitez creuser, à aller voir sur le blog, il y a des articles plus spécifiques. Ça, le replay plus, encore une fois, le support, ils seront. Track déchets, il y a des choses dessus aussi. Voilà, donc vous avez une source d'information et puis sinon, contactez-nous aussi, vous le pouvez. Voilà, donc écoutez, merci vraiment beaucoup à toutes et à tous.
On était ravis de partager ce moment-là avec vous. Et puis, bah, écoutez, on vous dit à très bientôt. Je vais vous souhaiter, avec Marie, on va vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, profitez bien en famille. Et puis, dans la limitation des règles, évidemment. Hein, et puis, bah, écoutez, on se rejoint en 2021 puisque on refera des choses de ce type-là. On en a planifié déjà. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.